Il existe quelque chose d'important à propos du cerveau que presque personne n'apprend. Il ne s'effondre pas d'un seul coup. Il s'adapte au chaos. Quand vous vivez en réaction permanente aux stimuli, quand votre sommeil, votre corps et votre concentration sont négligés, le cerveau s'y ajuste, et le prix apparaît plus tard. Anxiété constante, fatigue mentale, difficulté à se concentrer, procrastination et cette sensation que le problème vient de vous, alors que ce n'est pas le cas. Le vrai problème, ce sont des comportements devenus normaux, acceptés et même encouragés, tout en sabotant biologiquement le cerveau chaque jour. Les stoïciens avaient compris cela bien avant les neurosciences. Marc Aurèle disait que ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui nous trouble, mais la manière dont nous permettons à cela de nous gouverner à l'intérieur. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Il n'enseigne pas à supporter davantage. Il enseigne à arrêter de s'user inutilement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 13 choses à éliminer de votre vie pour que votre esprit recommence à fonctionner avec ordre. Ce n'est pas une tendance, ce n'est pas une théorie. C'est un réajustement de trajectoire. Quand le cerveau cesse de vivre en réaction, la vie cesse de vous pousser à bout. Si vous appliquez ce qui vient maintenant, votre manière de penser change, vos décisions deviennent plus claires, et cette année ne commencera pas de la même façon. Maintenant, allons droit à l'essentiel. Numéro 1. Arrête de vivre avec l'esprit agité. Si ton esprit n'est jamais en silence, ce n'est pas parce que ta vie est intense. C'est parce que tu as désappris à rester avec une seule pensée jusqu'au bout. Une vidéo qui tourne en arrière-plan. Un podcast pendant que tu fais autre chose. De la musique pour remplir le moindre espace vide. Une notification toutes les quelques minutes. Ce bruit constant semble inoffensif, mais il a un effet direct. Il empêche l'esprit de s'organiser. Le cerveau humain a besoin de silence pour ordonner les pensées, consolider les souvenirs et faire émerger la clarté. Sans cela, tout devient accumulation, rien ne devient compréhension. Quand il n'y a pas de silence, le cortex préfrontal reste en surcharge. Tu consommes de l'information, mais tu ne l'intègres pas. Tu apprends des concepts, mais tu ne transformes pas ton comportement. C'est comme jeter des pièces en vrac dans un tiroir et attendre qu'elles s'assemblent toutes seules. C'est pour cela que tant de personnes sont fières d'avoir lu des dizaines de livres, regardé des heures de contenu, consommé de l'information sans arrêt, et pourtant continuent à réagir de la même manière, à prendre les mêmes décisions, à répéter les mêmes erreurs. La vraie question n'est pas combien tu as consommé, mais ce qui a réellement changé dans ta vie grâce à cela. Parce que quand tout est stimulation, rien ne devient sagesse. Imagine une table couverte de papiers éparpillés. Pendant que tu continues à jeter encore plus de feuilles par-dessus, rien n'est clair. Mais quand tu t'arrêtes, que tu organises, que tu écartes l'excès, ce qui était confus commence à faire sens. Le silence fait exactement cela à l'esprit. Les stoïciens savaient cela bien avant toute étude moderne. Ils pratiquaient des pauses délibérées, la réflexion, l'écriture, l'observation. Non pas pour fuir le monde, mais pour ne pas être dominé par lui. Arrêter de vivre dans le bruit constant ne signifie pas s'isoler. Cela signifie choisir avec plus de soin ce qui entre. Cela signifie créer des espaces sans stimulation pour que l'esprit puisse digérer ce qu'il a déjà reçu. Parce que la clarté ne naît pas de l'excès, elle naît de l'espace. Et une fois que tu comprends cela, continuer à te noyer dans le bruit cesse d'être une distraction et devient un choix. Numéro 2. La discipline ne se discute pas avec le corps. Tu peux étudier la mentalité, les neurosciences ou le développement personnel, mais si le corps est négligé, rien ne tient dans la durée. Le sommeil n'est pas un luxe, l'eau n'est pas un détail, l'alimentation n'est pas un caprice et le mouvement n'est pas un excès. Ce sont des bases. Beaucoup de gens essaient de résoudre des problèmes mentaux en ignorant quelque chose d'évident. Le cerveau est un organe physique. Sans carburant, il ne soutient ni le focus, ni la clarté, ni l'autocontrôle. Pas par manque de volonté, mais parce que le système entre tout simplement en surcharge. C'est pour cela que tant de personnes confondent la fatigue avec la paresse. Elles pensent manquer de discipline, alors qu'en réalité, le système nerveux demande une pause, un ajustement, un soin de base. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Quand tu dors mal, que tu t'hydrates peu, que tu manges mal et que tu ne bouges pas, ton esprit passe en mode survie. Dans cet état, les décisions deviennent moins bonnes,
les émotions plus instables, et chaque problème paraît plus grand qu'il ne l'est réellement. Les stoïciens comprenaient cela de manière très concrète. Pour eux, l'autocontrôle commençait par le corps. Il n'existe pas d'esprit solide dans un corps négligé. Il n'existe pas de clarté durable quand les bases sont en déséquilibre. Pense de façon simple. Vouloir vivre avec lucidité en ignorant le corps, c'est comme exiger une performance maximale d'une lampe avec une énergie faible. Elle ne s'éteint pas, mais elle vacille, et cette oscillation est ce que beaucoup appellent anxiété. Quand tu arrêtes de négocier avec le corps, quelque chose change immédiatement. Ton focus s'améliore, ta patience augmente et ta réactivité diminue. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as cessé de lutter contre ton propre système. Prendre soin du corps ne résout pas tous les problèmes, mais cela évite d'en créer inutilement. Et cela, à lui seul, est déjà une attitude profondément stoïcienne. Numéro 3. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de changer les réactions. Il existe une différence profonde entre gouverner ses propres réponses et tenter de diriger le comportement des autres. Une grande partie de l'usure émotionnelle naît précisément de cette confusion. Tu dis quelque chose en attendant une approbation, tu agis en attendant une reconnaissance, tu prends des décisions en calculant déjà comment les autres vont réagir. Et quand la réponse ne correspond pas à ce que tu imaginais, la frustration apparaît. Le problème n'est pas la réaction des autres, c'est le pouvoir que tu lui as donné. Épictète était très clair là-dessus. Il existe des choses qui dépendent de toi, et d'autres qui ne dépendent tout simplement pas. La réaction des autres est à l'extérieur. Elle l'a toujours été. Et chaque fois que tu essaies de la contrôler, ton esprit entre dans une tension permanente, comme quelqu'un qui retient une porte que le vent pousse sans cesse. Pense à une situation simple. Tu envoies un message important et tu commences à vérifier ton téléphone toutes les minutes. Le contenu n'est plus entre tes mains, mais ton esprit reste là, prisonnier, à tenter de prévoir les réponses, interpréter les silences, inventer des scénarios. Rien ne change à l'extérieur, seul ton état intérieur s'use. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer les gens. Il te demande d'arrêter de négocier ta paix avec quelque chose qui ne sera jamais stable. Tu contrôles ce que tu dis, la manière dont tu agis, l'intention avec laquelle tu te positionnes. Le reste n'est pas de ta responsabilité. Quand tu lâches cette tentative de contrôle, quelque chose change. Tu parles avec plus de clarté, tu agis avec plus de fermeté et tu acceptes le résultat sans te perdre émotionnellement. Arrêter d'essayer de contrôler la réaction des autres ne te rend pas froid. Cela te rend libre. Et cette liberté est le premier pas pour vivre le stoïcisme pour de vrai. Numéro 4. Arrête de te battre contre ta propre tête. Beaucoup de gens pensent que le stoïcisme consiste à apprendre à ne pas penser. Mais ce n'est pas ça. C'est apprendre à ne pas être gouverné par ce qui apparaît dans ta tête. Une fois que tu comprends cela, ta relation avec l'anxiété change profondément. Parce qu'un point essentiel devient clair. Le cerveau ne crée pas des pensées pour te saboter en permanence. Très souvent, il crée des pensées pour te protéger. Il essaie d'anticiper le danger, d'éviter la douleur, d'empêcher le rejet, de te maintenir dans ce qui est familier. Le vrai problème n'est pas que la pensée apparaisse. Fais bien attention à cela, parce que c'est important. Le problème commence quand tu commences à croire que chaque pensée est une vérité absolue. Les pensées sont des événements mentaux. Elles apparaissent et disparaissent. Mais quand tu luttes contre elles, tu leur donnes de la force. C'est comme l'éléphant rose. Plus tu essaies de ne pas y penser, plus tu y penses. Plus tu te bats, plus tu nourris. L'esprit interprète la lutte comme un signal de menace et maintient le sujet en vie, comme s'il disait « Si tu te bats autant, c'est que ça doit être dangereux ». La posture stoïcienne est différente. Au lieu d'entrer sur le ring, tu observes. Au lieu de te confondre avec ce que tu penses, tu crées de la distance. Et voici une pratique simple, directe et puissante. Nomme la pensée. Fais 2 pas en arrière intérieurement et regarde avec clarté. C'est une pensée de peur. C'est une pensée de contrôle. C'est une pensée de comparaison. C'est une pensée de catastrophe. Parce que quand tu observes de loin, tu ne te laisses pas fusionner. Tu cesses de croire que tu es ce que tu penses. Tu comprends que tu es celui qui perçoit. Et cette différence change tout. Tu n'as pas besoin de vaincre tes pensées. Tu as besoin d'arrêter de leur obéir automatiquement. Et quand tu fais cela, l'esprit devient plus clair, le corps se détend,
et l'anxiété perd ce dont elle a le plus besoin pour grandir, ton attention désespérée. Numéro 5. La productivité, ce n'est pas le multitâche. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même: « Concentre-toi à chaque instant, comme un Romain, pour faire ce qui est devant toi avec une rigueur précise et sincère, avec douceur, avec volonté, avec justice, et libère-toi de toutes les autres distractions. » Cette phrase résume un principe central du stoïcisme: être entier dans ce que tu fais. Faire beaucoup de choses en même temps ne signifie pas bien faire, cela signifie diviser l'attention jusqu'à ce qu'elle perde sa force. Le cerveau humain ne se concentre pas profondément sur deux choses à la fois. Ce qu'il fait, c'est changer rapidement de focalisation. Et chaque changement a un coût invisible, l'énergie mentale. C'est pour cela que tant de gens terminent la journée épuisés, même les jours où, objectivement, ils n'ont presque rien accompli d'important. L'esprit passe la journée entière à sauter de tâche en tâche, d'onglet en onglet, de stimulus en stimulus, comme quelqu'un qui essaie de tenir plusieurs balles en même temps. Au début, cela ressemble à du contrôle, mais ensuite, cela devient de la fatigue chronique. Le stoïcisme n'a jamais enseigné la dispersion, il a toujours valorisé la présence. Être entièrement là où l'on est. Faire une chose à la fois avec intention, clarté et fermeté. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait agir comme si chaque tâche était suffisante en elle-même, et non comme quelque chose à expédier à la hâte pour passer rapidement à la suivante. Le multitâche n'est pas de la productivité, c'est un manque de direction. Il y a ici un basculement pratique. Arrêter de traiter tout comme urgent en même temps et commencer à organiser l'attention par intention. Au lieu de répondre, créer, décider et réagir de manière mélangée, tu découpes la journée en moments clairs, chacun avec un objectif précis. Un moment pour créer, un autre pour exécuter, un autre pour décider. Quand tu es dans une tâche, tu y es entièrement. Quand tu changes par choix conscient. Pas parce que quelque chose a clignoté, vibré ou capté ton attention. Ce simple changement rend une direction à l'esprit et réduit drastiquement la fatigue mentale. Pense à l'objectif d'un appareil photo. Quand il essaie de faire la mise au point sur tout en même temps, rien n'est net. Mais quand tu ajustes la mise au point sur un seul point, l'image devient immédiatement claire. L'esprit fonctionne de la même façon. Travailler par bloc ne te fait pas produire moins. Cela te fait produire mieux. Et une fois que tu comprends cela, continuer à t'éparpiller sur 1000 tâches cesse de ressembler à de l'efficacité et commence à ressembler à un gaspillage d'énergie. Numéro 6. Arrête de nourrir ton esprit avec de la dopamine bon marché. Il existe un détail minuscule qui définit le ton de toute ta journée et presque personne n'y prête attention. Le premier stimulus que tu offres à ton esprit au moment du réveil. Commencer la journée en cédant à des stimuli faciles n'est pas du repos. C'est renoncer au contrôle dès le matin. Non pas parce que la dopamine serait mauvaise, mais parce que la première dopamine de la journée apprend au cerveau comment il doit fonctionner. Quand tu te réveilles et que tu plonges immédiatement dans le téléphone, les notifications, les vidéos courtes, les messages et les likes, quelque chose se produit à l'intérieur. Ton système de récompense est programmé pour l'effort minimum. Et ce n'est pas un manque de discipline, c'est le fonctionnement humain. Tout ce que tu fais durant la première heure de la journée crée un schéma. Si le début se fait sans effort, le reste de la journée commence à rejeter tout ce qui demande de la concentration, de la patience ou de la constance. Pas parce que tu serais devenu paresseux, mais parce que le cerveau apprend très vite le chemin le plus facile. C'est comme habituer le palais au sucre dès le matin. Après cela, tout ce qui est simple semble sans saveur. Le stoïcisme a toujours enseigné l'autocontrôle, mais pas comme une répression, comme un choix conscient. Il ne s'agit pas de diaboliser la dopamine, mais d'arrêter de l'utiliser contre toi-même. Il existe une différence énorme entre la dopamine qui vient du stimulus rapide et la dopamine qui naît de l'action. L'une crée une dépendance, l'autre renforce. La dopamine du mouvement, de l'hydratation, de l'organisation de l'environnement, du fait d'accomplir une petite tâche difficile dès le matin, construit une solidité intérieure. La dopamine des likes et des distractions, elle, construit une dépendance. C'est pourquoi si tu peux choisir comment commencer la journée de demain, fais ce test simple. Avant d'offrir ton attention au monde, offre-la à toi-même. Bouge ton corps, bois de l'eau,
range l'espace autour de toi. Fais quelque chose qui exige de la présence. Pas parce que cela va changer ta vie en une journée, mais parce que cela apprend à ton esprit qui est aux commandes. Arrêter de commencer la journée avec de la dopamine facile, c'est arrêter de négocier ta force dès le réveil. Et celui qui apprend à bien commencer traverse le reste de la journée avec beaucoup plus de clarté et de résistance. Numéro 7. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre ce qui est déjà passé. Il existe une différence énorme entre apprendre du passé et y habiter. Beaucoup de gens appellent réflexion ce qui, en réalité, est une répétition émotionnelle. Le passé est déjà terminé, mais l'esprit insiste pour le ramener, scène après scène, émotion après émotion. Et le problème n'est pas de se souvenir, le problème est de revivre. Il y a quelque chose d'important ici. Le cerveau distingue mal un danger réel d'un danger imaginé. Quand tu revis une situation ancienne, une perte, une humiliation, une erreur, le corps réagit comme si cela se produisait maintenant. Le cœur s'accélère, la tension revient, le poids réapparaît. Tu n'es pas en train de te souvenir, tu te replaces à l'intérieur de la scène. Et cela te maintient prisonnier de quelque chose qui ne peut plus être changé. C'est comme essayer d'avancer dans la vie en regardant uniquement dans le rétroviseur. Tu reconnais le chemin, mais tu ne vois pas où tu vas. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Souffrir 2 fois pour le même fait n'est pas de la profondeur émotionnelle. C'est un gaspillage d'énergie. Le passé sert à enseigner, pas à gouverner. C'est pour cela qu'il est essentiel d'être attentif à ces visites mentales récurrentes. Cette pensée qui revient toujours de la même manière, avec la même charge émotionnelle, comme si elle avait besoin d'être revécue pour continuer d'exister. Cultiver cela ne te protège pas. Cela te maintient attaché. Et c'est ici qu'intervient un tournant pratique, simple et efficace. Il ne s'agit pas d'essayer de ne pas penser. Cela ne fait que renforcer la pensée. Il s'agit de rediriger. Quand tu te rends compte que tu es en train de revivre le passé, interromps. Ne combats pas l'image, change le point focal. Amène l'esprit vers quelque chose de concret. Un projet que tu es en train de construire, un engagement réel, quelque chose que tu vas vivre dans les prochains jours. Place une image vivante à la place de l'ancienne. C'est comme remplacer une musique qui te fait chuter par une autre qui te maintient debout. La première peut essayer de revenir, mais c'est toi qui décides de ce qui reste au premier plan. C'est observer la pensée de l'extérieur sans te confondre avec elle. C'est choisir consciemment de ne pas nourrir ce qui t'affaiblit. Arrêter de revivre le passé, ce n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est décider qu'il ne commande plus ta vie. Et quand tu fais cela, quelque chose change. Le corps se détend, l'esprit ralentit, et le présent redevient un lieu habitable. Numéro 8. Arrête de vivre en tension permanente. Sénèque a écrit dans ses lettres « Il y a plus de choses capables de nous effrayer que de nous vaincre. Nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. » Beaucoup de personnes confondent le fait d'être constamment sur le qui-vive avec le fait d'être prudent, mûr, responsable. Mais en réalité, ce n'est pas de la préparation, c'est de la survie. C'est vivre comme si quelque chose allait mal tourner à chaque instant. Plus l'esprit reste longtemps dans cet état, plus il entretient un stress chronique qui ne résout aucun problème. Il vole seulement la clarté, l'énergie et l'avenir. Le corps se crispe, la respiration se raccourcit, l'attention se rétrécit. Tout devient une menace. C'est à ce moment-là que les problèmes commencent à grandir à l'intérieur. De petites difficultés sont perçues comme des monstres. Des situations normales semblent être des risques énormes. L'esprit se met en défense constante et, quand cela arrive, la part rationnelle quitte la scène. Tu réagis, tu ne choisis pas. Tu te protèges, mais tu n'avances pas. Le stoïcisme n'a jamais enseigné la vigilance permanente. Il a enseigné une présence lucide, et il existe une énorme différence entre être attentif et être en alerte. L'attention organise, l'alerte épuise. Pense à une lampe allumée toute la journée, peu importe que la pièce soit sombre ou lumineuse. Elle continue à brûler de l'énergie, et au bout d'un moment, elle n'éclaire plus rien. L'esprit en alerte constante fonctionne de la même façon. C'est pourquoi apprendre à s'arrêter est essentiel. Quand tu remarques que ton esprit te fait plus souffrir dans l'imagination que dans la réalité, arrête-toi pendant 2 minutes, respire profondément et réorganise ton focus.
Pas pour fuir le travail ou la responsabilité, mais pour recommencer à agir avec clarté et ne plus laisser la peur te gouverner. Tu ne règles pas ta vie en restant tendu. Tu la règles quand tu apprends à sortir du mode survie et à revenir au mode décision. Et cela, après avoir connu le stoïcisme, ce n'est plus une option, c'est ton entraînement quotidien. Numéro 9. Arrête d'être d'accord avec tout. Chaque oui donné sans intention crée un coût invisible. Il ne se voit pas sur le moment, mais il pèse plus tard. C'est comme accepter de petits engagements mentaux qui s'accumulent jusqu'à devenir de l'épuisement. Le cerveau interprète l'excès de demande comme une menace, et quand tout devient urgent, l'esprit entre en état de défense constant. C'est pourquoi apprendre à faire une pause entre le stimulus et la réponse est essentiel. Ne pas répondre tout de suite, ne pas accepter par impulsion, ne pas dire oui, juste pour éviter l'inconfort. Ce court espace entre la demande et la décision est l'endroit où la clarté peut entrer. C'est là que tu évalues si cela a du sens pour ta vie maintenant, pour ton moment, pour tes valeurs. Sans cette pause, le oui devient automatique. Et ce que nous faisons en mode automatique n'est presque jamais conscient. Pense à quelque chose de simple. Quelqu'un demande de l'aide, un service, du temps, de l'attention. Tu dis oui immédiatement. Mais à l'intérieur, tu ressens déjà du poids, de l'irritation ou de la culpabilité. Le problème n'était pas la demande, c'était l'absence d'un vrai choix. Dire non, bien souvent, ce n'est pas un rejet. C'est une direction, c'est préserver de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme enseigne que la liberté n'est pas de faire tout ce que l'on te demande, mais de choisir consciemment où tu places ta force. Quand tu arrêtes de dire oui automatiquement, ton esprit s'organise. Ton agenda respire et tes décisions cessent d'être de simples réactions. Arrêter de dire oui par habitude ne te rend pas égoïste, cela te rend entier. Numéro 10. Une exigence sans limite n'est pas de la force, c'est de l'usure. Beaucoup de personnes se mettent la pression comme si elles ne pouvaient jamais s'arrêter, se tromper ou ralentir. Comme si se reposer était un échec et avoir des limites une faiblesse. Elles se réveillent déjà sous pression, traversent la journée en se rabaissant, en se battant intérieurement pour prouver leur valeur en permanence. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la peur qui porte le nom de responsabilité. L'auto-exigence excessive ne produit pas l'excellence. Elle active la peur et la peur n'améliore personne. Elle rétrécit la vision, bloque l'apprentissage et te fait répéter les mêmes erreurs avec plus de tension et moins de lucidité. C'est pour cela que plus quelqu'un se met la pression sans pause, plus il se fatigue et moins il avance. Non par manque de capacité, mais parce qu'il essaie de courir un marathon sans respirer. La force sans récupération devient de l'usure. L'effort sans pause devient de la stagnation. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. La discipline n'a jamais été de se violenter intérieurement, mais d'agir intelligemment avec ses propres limites. Marc Aurèle parlait de fermeté sans brutalité, parce qu'un esprit épuisé ne soutient pas la vertu, seulement l'irritation et l'impulsivité. Si tu es quelqu'un qui se met une pression excessive, la correction n'est pas de trop se relâcher, c'est d'alterner l'effort et la récupération. Travailler quand c'est le moment de travailler, se reposer quand c'est le moment de se reposer. Se reposer n'est pas abandonner. Se reposer est une stratégie. C'est le même principe que pour le muscle. Sans pause, il n'y a pas de croissance, seulement des blessures. L'esprit suit la même logique. Quand tu respectes les cycles, tu reviens plus lucide, plus attentif et plus efficace. Arrêter de te traiter comme une machine ne te rend pas faible. Cela te rend durable. Et quand tu comprends que tu es humain et non un système de production, tu réalises que la constance vaut plus que n'importe quelle performance ponctuelle. Numéro 11. Arrête d'ignorer tes émotions. Il existe une idée fausse selon laquelle être stoïcien, ce serait tout avaler, se taire et continuer comme si rien ne se passait. Mais le stoïcisme n'a jamais enseigné la répression. Il enseigne la conscience. Une émotion qui n'est pas reconnue, pas exprimée et pas élaborée ne disparaît pas, elle change de place. Le corps parle, et il parle encore plus quand l'esprit refuse d'écouter. Tension constante, irritation sans raison claire, fatigue qui ne passe pas, réaction disproportionnée à de petites choses. Bien souvent, ce n'est pas le problème en soi, c'est l'accumulation de ce qui a été ignoré. Ignorer ce que l'on ressent, c'est comme pousser la poussière sous le tapis.
L'espace semble propre pendant un temps, mais l'odeur commence à apparaître. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de gérer cela. Ressentir n'est pas perdre le contrôle. Perdre le contrôle, c'est faire semblant de ne rien ressentir. Le stoïcisme invite à observer l'émotion sans jugement, à comprendre ce qu'elle signale et à décider quoi en faire avec lucidité. Parfois, cela signifie reconnaître sa propre frustration. Parfois, exprimer une limite. Parfois, admettre que quelque chose dérange avant que cela ne devienne du ressentiment. Quand tu n'exprimes pas, tu accumules. Quand tu accumules, le corps présente la facture. Arrêter d'ignorer ses émotions ne signifie pas réagir de manière impulsive. Cela signifie nommer ce qui se passe à l'intérieur, pour que cela n'ait pas besoin de crier plus tard. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien. C'est quelqu'un qui ressent, comprend et choisit comment agir. Et ce choix conscient est ce qui empêche que de petits inconforts se transforment en grands problèmes. Numéro 12. Arrête de dépendre de la motivation. Tous les fous ont quelque chose en commun. Tous les perdants aussi. Sénèque disait qu'ils passent leur vie entière à se préparer à commencer. Et c'est pour cela que chercher la motivation comme point de départ n'a aucun sens. La motivation ne lance rien, elle apparaît après. Beaucoup de personnes se figent en attendant d'avoir envie, de l'élan, de l'inspiration. Elles croient que lorsque la motivation arrivera, alors elles agiront. Mais le fonctionnement réel de l'esprit est exactement l'inverse. Le cerveau se motive quand il perçoit du progrès. Ce n'est pas la volonté qui crée le mouvement, c'est le mouvement qui crée la force. Le cerveau réagit à des signaux clairs. Quand tu agis, même à petite échelle, il enregistre une avancée. Et l'avancée génère la motivation. C'est pour cela qu'attendre la motivation avant d'agir revient à attendre que le moteur chauffe avant de tourner la clé. Le stoïcisme ne nous apprend pas à dépendre d'états émotionnels instables. Il nous apprend à agir à partir d'un engagement, une action simple, possible, répétable, quelque chose qui s'intègre à ta routine, sans héroïsme. Quand tu te concentres sur la constance, quelque chose commence à se réorganiser. La répétition crée un schéma, le schéma crée une identité, et l'identité change la façon dont tu te vois. À partir de ce moment-là, le cerveau comprend. Cela fait partie de qui je suis. Et c'est seulement alors que la motivation apparaît, non comme une promesse, mais comme une conséquence. C'est ainsi pour l'alimentation, l'exercice, le travail, les études, le changement de vie. Celui qui agit en attendant d'avoir envie s'épuise, mais celui qui agit par décision construit. Alors, arrête de chercher la motivation. Cherche un pas petit, clair et possible. Fais-le aujourd'hui. Répète demain. La motivation vient après, et quand elle vient, elle soutient. Numéro 13. Le vrai changement se produit sans bruit. As-tu déjà remarqué comme beaucoup de personnes n'acceptent de changer que lorsque tout s'effondre? Comme si évoluer exigeait une crise, une douleur extrême ou une rupture qui coupe la vie en deux. C'est l'une des plus grandes illusions à propos du changement. Changer, ce n'est pas détruire qui tu es. C'est évoluer, assumer tes capacités et arrêter de laisser la peur décider de la direction de ton histoire. Le stoïcisme n'a jamais enseigné la transformation par le choc. Il a enseigné la transformation par la direction. L'esprit ne change pas par l'intensité, il change par la répétition. Ce n'est pas l'impact d'un seul jour qui transforme quelqu'un, c'est le chemin que cette personne choisit de suivre jour après jour. Le cerveau apprend à partir de signaux quotidiens, de petits actes maintenus avec constance, reprogramme peu à peu ce que tu deviens. C'est ainsi que le caractère se construit. Pas dans des moments héroïques, mais dans des choix simples, soutenus dans le temps. C'est pour cela que tant de personnes repoussent leur propre changement. Non par manque de volonté, mais parce qu'elles croient qu'il doit faire mal, être radical, tout bouleverser. Mais quand le changement est fait de la bonne manière, ça fait à peine mal. Il s'intègre à la routine, il devient viable, et justement pour cela, il dure. Les stoïciens le savaient. Épictète ne parlait pas de devenir une autre personne du jour au lendemain, il parlait de surveiller ses habitudes. Marc Aurèle ne cherchait pas de grands bouleversements, il révisait son comportement quotidien. Sénèque ne promettait pas une transformation instantanée, il défendait la correction constante. Le principe est simple, ne change pas tout, change ce que tu répètes. Pense à un gouvernail de navire.
Un ajustement minime aujourd'hui semble insignifiant. Mais après des semaines et des mois, la destination est complètement différente. Celui qui attend le grand tournant reste souvent au même endroit, mais celui qui modifie un geste quotidien change la trajectoire de sa propre vie. Et voici l'application pratique de cela. N'essaie pas de te reconstruire entièrement. Choisis une seule chose à arrêter de faire, un comportement automatique, une pensée récurrente, une réaction impulsive. Une seule. Et soutiens cette décision demain, et le jour suivant, et encore après. Ce n'est pas peu. C'est exactement ainsi que le changement se produit. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu as besoin d'arrêter de renforcer celui que tu sais déjà ne plus vouloir être. Si tu ne peux retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Fais un pacte avec toi-même. Avant de demander à la vie de changer, change ta façon de penser. Et si ces 13 idées ont résonné en toi, choisis-en une maintenant. Pas pour y penser plus tard. Choisis d'arrêter aujourd'hui. Parce que très souvent, cesser de faire une seule chose de travers transforme plus que d'essayer d'en faire plusieurs correctement en même temps. Et pour ancrer cette décision, fais un geste simple et symbolique. Écris dans les commentaires ou répète à voix haute, avec fermeté. Aujourd'hui, j'assume la direction de ma vie. C'est l'esprit du stoïcisme. Moins d'impulsion, plus de conscience. Moins de promesses, plus de pratique. Moins de drame, plus de direction. Oblige ton esprit à penser d'une façon qui te renforce, surtout quand tout semble hors de place, parce que c'est exactement dans ces moments-là que tu dois choisir la direction de tes pensées. Maintenant, imagine ceci. Si aujourd'hui ton esprit ne produisait que des idées qui te relèvent, qui te poussent en avant, qui te font agir, à quoi ressemblerait ta journée? Comment affronterais-tu chaque problème? Quelle décision aurais-tu enfin le courage de prendre? Grave ceci en toi. Le pouvoir n'est pas dans le monde, il est dans ce que tu permets d'habiter dans ta tête. Quand tu forces tes pensées à s'aligner avec ce qui construit, ton état intérieur change, et quand l'intérieur change, l'extérieur suit, toujours. Celui qui entraîne son esprit à penser avec force avance, celui qui embrasse le pessimisme, creuse sa propre prison avec ses propres mains, tout en portant en lui la clé qui pourrait le libérer. Et aujourd'hui, cette vidéo n'est pas une invitation. C'est un appel direct. Guide ton esprit avant qu'il ne prenne le contrôle et ne t'entraîne vers le bas. Tu vas comprendre comment discipliner tes pensées change ton humeur, définit ton courage, aiguise tes décisions et ouvre des chemins qui semblaient autrefois impossibles même à imaginer. Maintenant, transforme l'intention en action. Arrête de seulement penser et prouve-toi que tu es aux commandes. Écris ici en bas. Aujourd'hui, je choisis de penser autrement. Je suis stoïque. Ce geste simple est ta première victoire du jour, le premier acte réel de discipline mentale. Respire profondément, redresse ta posture, ferme ton expression, et allons vers notre première leçon. 1. Ton esprit crée le monde devant toi. Tout ce qui se passe dehors commence dedans. La manière dont tu penses est le fondement invisible de ta réalité. Si tu te réveilles chaque jour avec l'esprit plongé dans le doute, la peur et les plaintes, le monde te semblera lourd, injuste et épuisant. Mais si tu te réveilles décidé à te concentrer sur ce que tu peux construire, le même monde, le même décor, devient un terrain fertile, rempli de possibilités. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans la lentille avec laquelle tu les regardes. L'esprit est comme un miroir. S'il est embué par des pensées négatives, tout ce qu'il reflète paraît laid, déformé et sans éclat. Mais quand tu apprends à nettoyer ce miroir, quand tu changes ton focus, ton ton intérieur, ton dialogue avec toi-même, toute ta vie commence à changer aussi. Et ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est structurel. Ton cerveau, tes habitudes et tes émotions commencent à s'aligner avec ce que tu penses fréquemment. La pensée est le point de départ de tout. Elle détermine tes décisions, façonne tes comportements et attire le type d'énergie que tu entretiens. Pense-y, 2 hommes peuvent marcher sur la même route. L'un voit poussière, fatigue et obstacles. L'autre voit parcours, sens et apprentissage. Rien n'a changé dehors, mais tout a changé dedans. C'est ça, la véritable force de la pensée positive. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est choisir la posture que tu vas garder. Ce n'est pas nier la douleur, c'est décider ce que tu vas en faire. Ralph Waldo Emerson disait « L'homme est ce qu'il pense toute la journée ». Cette phrase est une loi.
Ce que tu cultives en silence deviendra ta voix. Ce que tu répètes dans ton esprit deviendra ton destin. Alors observe tes pensées. Quand tu te réveilles, quand tu travailles, quand tu rentres chez toi, ce qui traverse ton esprit te renforce ou te paralyse. Tu commandes ton esprit ou tu ne fais que réagir à lui. La différence entre celui qui progresse et celui qui reste figé est dans cet instant précis, dans le moment où tu décides d'arrêter d'obéir aux pensées et de commencer à les diriger. L'esprit est comme un miroir d'eau. S'il reflète la peur, tu verras de la confusion. S'il reflète la confiance, tu verras de la clarté. Penser positif n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise de soi. C'est se dire « je choisis de rester calme, même dans le chaos ». Et quand ce choix devient une habitude, la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose que tu construis. Numéro 2. Arrête d'être ton propre ennemi. La manière dont tu parles aux autres est importante, mais la manière dont tu te parles à toi-même est décisive. Parce que le dialogue intérieur est le système d'exploitation de l'esprit. S'il est corrompu, tout ce que tu fais sera affecté. Combien de fois t'es-tu surpris à dire « je n'y arrive pas ». Ce n'est pas pour moi. Je me trompe toujours. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles fonctionnent comme des ordres mentaux. Le cerveau ne discute pas avec toi. Il obéit. Si tu te dis que tu es incapable, il agira comme si tu l'étais. La vérité, c'est que personne n'échoue par manque de potentiel, mais par excès d'autocritique. Tu te convaincs que tu n'es pas prêt, et cette croyance devient réalité. C'est pour cela que la première réforme que tu dois faire n'est ni dans ton corps, ni dans ta routine, mais dans la langue avec laquelle tu te traites. Pense à l'esprit comme à une maison. Les mots que tu utilises sont les meubles. Si tu remplis cet espace de phrases de culpabilité, de doute et de peur, il est impossible d'y vivre en paix. Mais quand tu commences à remplacer le « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre » et le « je suis un échec » par « je suis en construction », quelque chose change profondément. Tu cesses d'être l'ennemi et deviens ton propre allié. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Et ta langue est le gouvernail qui dirige ce vent. Celui qui se frappe avec des mots vit à la dérive. Mais celui qui parle avec clarté, fermeté et intention commence à commander son propre destin. Alors observe ce que tu te dis chaque jour. L'esprit croit en la répétition, pas en les intentions. Répète le courage, et il apprendra le courage. Répète le doute, et il apprendra la peur. Corriger tes dialogues, c'est changer le ton de ta conscience. C'est choisir des mots qui construisent, et non qui sabotent. C'est comprendre que chaque phrase dite à toi-même est une graine, et que le jardin de l'esprit fleurit ou pourrit selon ce que tu plantes. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu t'entends dire quelque chose de négatif, arrête-toi, respire et reformule. Transforme le « je ne peux pas » en « je ne peux pas encore ». Remplace le « je n'y arrive jamais » par « je suis en train d'essayer encore une fois ». Ces petits changements sont des actes de pouvoir. Bien parler au monde commence par bien te parler quand personne ne te voit. Et quand cette voix intérieure devient ton allié, penser positif n'est plus un effort, c'est une conséquence. 3. Arrête de reculer. Commence à t'imposer. La façon dont tu te montres au monde ne parle pas d'apparence, mais d'énergie. C'est le reflet direct de ce que tu penses et ressens quand personne ne te regarde. Si, à l'intérieur, il y a du focus, de la confiance et du sens, cela transparaît, même en silence. Mais s'il y a du doute, de la négativité et de la confusion, le monde le perçoit avant même que tu dises un mot. Être positif ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir de regarder vers l'avant, même quand le chemin paraît rempli de pierres. C'est rester ferme, confiant et plein d'espoir, même quand la journée commence difficile. C'est savoir que, même si quelque chose ne se passe pas comme tu voulais, il y a une raison, une leçon, une opportunité cachée. Cet état d'esprit change ton comportement, parce que quelqu'un qui croit en lui agit différemment, parle avec plus de clarté, se positionne avec plus de fermeté et inspire davantage de confiance. Et c'est ainsi que l'esprit transforme la réalité, pas avec de la magie, mais avec de l'attitude. Pense-y, les gens ne croient pas en celui qui dit, ils croient en celui qui transmet de la conviction. Et cette conviction ne naît pas des mots, elle naît de la cohérence entre ce que tu penses
et ce que tu fais. Le philosophe William James a écrit « L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité action et sentiment avancent ensemble. En agissant comme si nous avions la foi viendra. » Cette phrase est une carte. Elle montre que le secret n'est pas d'attendre de sentir de la confiance, mais d'agir comme quelqu'un de confiant jusqu'à ce que cela devienne naturel. Te montrer comme quelqu'un de compétent, de positif et de concentré n'est pas de l'arrogance. C'est de la cohérence avec ce que tu es en train de construire. C'est vivre comme si la victoire dépendait de toi. Parce que, en grande partie, elle dépend vraiment de toi. L'énergie que tu émets est une invitation silencieuse. Elle dit au monde qui tu es et ce que tu mérites. Alors, la prochaine fois que tu quittes la maison, que tu entres dans une réunion ou que tu regardes ton reflet dans le miroir, demande-toi, qu'est-ce que ma présence communique? Du doute ou de la direction? De la fatigue ou du sens? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les vêtements que tu portes, mais dans l'esprit que tu transportes. Et quand ton état d'esprit change, ta posture change. Et quand ta posture change, le monde change avec toi. 4. Ne permets pas que le monde te rétrécisse. La phase de la vie dans laquelle tu te trouves ne définit pas qui tu es. Elle montre seulement où tu as commencé. Il y a des gens qui regardent leur propre moment et ressentent de la honte, de la peur ou de l'impuissance, comme si le présent était un verdict. Mais le présent n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. La page d'aujourd'hui peut être difficile, mais l'histoire est encore en train d'être écrite, et l'auteur, c'est toi. Et si, en ce moment, tu sens que tu es loin de là où tu voulais être, comprends ceci. La distance n'est pas une défaite, c'est une direction. Elle mesure ce qu'il reste à grandir, pas ce que tu as échoué. Ce qui te sépare de la vie que tu veux n'est pas le temps, c'est l'état d'esprit. Si tu commences la journée en pensant avec foi, avec focus et avec détermination, quelque chose en toi s'aligne. Pense à cette femme qui vit seule, entourée de factures, de peurs et de doutes, et qui, même ainsi, décide de faire ce qu'elle peut. Elle range la maison, nettoie le sol, prépare un café et écrit sur un papier un jour après l'autre. À cet instant, elle n'a pas encore changé le monde, mais elle a changé le climat en elle, et c'est le début de toute transformation. La réalité n'est pas une ennemie, c'est le décor où tu entraînes ta foi. Tu n'es peut-être pas encore arrivé, mais tu as déjà commencé à marcher dans la bonne direction. Et le destin, inévitablement, répond à celui qui avance avec conviction. Le premier pas pour changer le monde autour de toi, c'est de changer le ton de ton esprit. Observe ce que tu te dis à toi-même. Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu te critiques? Te concentres-tu sur ce que tu as ou sur ce qui manque? T'autorises-tu à rêver ou te sabotes-tu avant même d'essayer? Le dialogue intérieur est le fondement invisible de la confiance en soi. Et tout changement véritable commence en lui. Tu es le directeur de ton esprit, pas un figurant de tes propres pensées. Si tu ne diriges pas ta narration intérieure, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Ne permets pas que des idées anciennes, des peurs répétées ou des croyances limitantes prennent le contrôle de ton histoire. Tu choisis ce que tu cultives, et ce que tu cultives chaque jour devient le terrain de ta réalité. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive qui importe. » Et c'est exactement cela. La victoire ne naît pas de l'environnement, elle naît de l'attitude. La pensée positive n'est pas une réaction automatique, c'est une pratique consciente. C'est regarder ta propre vie et dire « Je peux recommencer d'ici » et cela suffit. Alors, ne te laisse pas intimider par ta phase actuelle. Elle n'est pas un obstacle, elle est un entraînement. Et celui qui apprend à garder la foi au milieu des difficultés conquiert une force qu'aucune victoire facile ne peut offrir. Ce qui aujourd'hui te pèse sera demain ta structure. Et ce qui aujourd'hui te teste sera demain ce qui te soutiendra. 5. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que l'insécurité n'ait plus de place. La confiance ne naît pas du hasard, elle naît de l'entraînement. Elle est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et cet entraînement commence tous les jours, à l'instant même où tu te réveilles. La première voix que tu entends le matin est celle qui décide si ta journée sera menée par la foi ou par la peur. Et cette voix, c'est la tienne. Elle peut être la voix de la précipitation, du doute, ou elle peut être la voix du calme, celle qui te rappelle ce qui compte vraiment.
C'est pour cela que, dès que tu ouvres les yeux, avant même de regarder ton téléphone ou de penser aux obligations, dis à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être quelque chose de simple, le lit dans lequel tu dors, l'air que tu respires, le toit au-dessus de ta tête. La gratitude est l'exercice le plus silencieux et le plus puissant de la confiance en soi, parce qu'elle change le point de focus de l'esprit. Elle t'apprend à regarder ce que tu as, pas ce qui manque. Et quand tu changes le focus, tu changes la fréquence de tes pensées et l'énergie avec laquelle tu vis. La plainte te retient dans ce qui manque. La gratitude te connecte à ce qui grandit. C'est comme changer la station de ta radio mentale. Plus tu t'accordes sur ce qui est bon, plus la clarté et le courage deviennent ton état naturel. Et plus tu restes dans cet état, plus tu gagnes de la clarté pour agir, de la légèreté pour affronter la journée et de la confiance pour décider. Pense à quelqu'un qui a perdu une opportunité et passe des jours à se punir, à dire « je ne fais jamais rien correctement ». Et pense à un autre qui vit la même perte, mais choisit de penser « maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois ». L'erreur est la même, mais l'un la transforme en fardeau, l'autre en outil. C'est ainsi qu'un esprit entraîné crée de la force à partir de la chute, non pas en niant la douleur, mais en tirant de la sagesse. Robin Sharma a écrit « Tu ne changeras jamais ta vie tant que tu ne changes pas quelque chose que tu fais tous les jours. » Le secret du succès se trouve dans ta routine quotidienne. C'est l'essence même de l'entraînement de l'esprit. Quand tu commences la journée avec de la gratitude, tu donnes au cerveau un ordre « je suis aux commandes ». Et à partir de là, tout répond différemment. Les décisions deviennent plus fermes, les mots plus conscients, et ton corps commence à obéir à ton esprit, pas à la peur. La confiance en soi ne vient pas d'ignorer les difficultés, mais de croire que tu as les ressources pour les traverser. Elle naît de l'habitude de diriger ta propre attention, de choisir ce que tu penses et ce que tu nourris en toi. La confiance n'est pas un cadeau de la vie, c'est un vote que tu renouvelles chaque matin, même quand le monde semble douter de toi. C'est l'engagement silencieux de te dire « je peux gérer ça ». Et gérer est le verbe de la confiance en soi. C'est pour cela pratique ce petit rituel chaque matin. 3 raisons de gratitude tous les jours. Avec le temps, tu vas t'en rendre compte. Plus tu reconnais ce que tu as, plus tu te sens capable de conquérir ce qui manque. L'esprit commence à te servir, pas à te saboter. Ce qui était doute devient décision, ce qui était peur devient mouvement. Cette pratique simple reprogramme ton cerveau. Tu apprends à voir l'abondance là où avant, tu ne voyais que du manque. Et quand l'esprit apprend à commencer la journée avec gratitude, tout ton corps commence à agir avec confiance, parce que l'esprit qui a confiance n'attend pas le bon moment, il crée le bon moment. Notre 6e leçon est « Intègre tes objectifs à ta façon de vivre ». Plus un objectif semble lointain, plus il est difficile de le rendre réel. Et la raison n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'appartenance. Le cerveau humain ne se mobilise vraiment que pour ce qu'il reconnaît comme faisant partie de sa propre identité. Une recherche de l'université de Princeton a montré que plus de 90% des gens ont du mal à économiser de l'argent. Non pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais parce qu'ils n'arrivent pas à se voir dans l'avenir. Ils regardent le mois de demain comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Et le cerveau ne lutte pas pour quelqu'un qu'il ne reconnaît pas comme faisant partie de lui. Tu agis avec force quand tu sens que quelque chose t'appartient. C'est pour cela que les rêves lointains meurent et que les objectifs intégrés fleurissent. La différence entre le désir et le résultat est dans la sensation d'appartenance. Quand quelque chose est à toi, le cerveau ne négocie pas, il exécute. Tout ce que tu veux doit être ramené dans ta routine, dans ton langage, dans ton corps. Quand tu dis « mon objectif », il est encore loin, mais quand tu dis « cela fait partie de ma vie », le cerveau comprend que c'est maintenant et il commence à aligner le présent avec cette idée. Pense à quelqu'un qui veut transformer son corps, mais continue de dire « un jour, je commencerai à m'entraîner ». Maintenant, pense à celui qui dit « je suis quelqu'un qui s'entraîne, même fatigué ». Le premier vit dans le champ de l'intention, le second dans celui de l'identité. Et c'est pour cela que l'un reste désirant et que l'autre évolue. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être pour commencer. Tu dois commencer pour devenir. Répète ceci. Plus tu te rapproches mentalement de ton futur, plus vite il devient présent. Chaque jour, déclare à voix haute ce que tu veux construire.
pas comme une demande, mais comme un fait qui t'appartient déjà. Dis, j'ai un esprit fort et discipliné. Tout ce que je touche s'améliore. Je suis capable de réaliser ce que je décide. Peu importe si au début tu n'y crois pas, l'esprit humain apprend par répétition, et le cerveau ne distingue pas l'imagination de la réalité quand il reçoit la même information souvent. Répète avec conviction, et ton esprit commencera à accepter. Quand ton esprit accepte, ton corps exécute. Comme disait William James, père de la psychologie moderne, crois que l'action est possible, et tu créeras les conditions pour qu'elle se réalise. C'est ça, la force de l'appartenance. Tu n'attends pas que le futur arrive, tu le rapproches, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de ta vie maintenant. Écris dans les commentaires, j'appartiens déjà à la vie que je construis. Et comprends ceci, ce n'est pas seulement pour commenter, c'est pour déclarer quelque chose en toi. Quand tu écris, tu donnes forme à l'idée, tu plantes une graine dans ton inconscient et tu crées un point de départ réel. À cet instant, tu n'es pas seulement en train de taper des mots, tu es en train de dire à ton esprit que le contrôle est revenu entre tes mains. Et quand l'esprit comprend cela, la vie commence petit à petit à obéir. Numéro 7. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton esprit. L'esprit est comme un jardin. Tout ce que tu vois, entends et lis entre comme une graine. Certaines fleurissent, d'autres empoisonnent le sol. Si tu passes ta journée entière à te nourrir de nouvelles négatives, de comparaisons sur les réseaux sociaux ou de conversations pleines de drames, il n'est pas surprenant que ton esprit termine la journée épuisé et confus. Ce qui entre constamment en toi commence petit à petit à façonner ce qui en sort. Il est impossible de cultiver la paix avec la tête plongée dans le bruit. Les gens prennent soin de leur corps avec attention, choisissent ce qu'ils mangent, font du sport, mais laissent leur esprit ouvert à n'importe quel type de déchets émotionnels. Tu ne laisserais jamais quelqu'un déverser des ordures dans ta maison, mais tu permets qu'on déverse du pessimisme dans ton esprit tous les jours. Il suffit d'observer combien de fois as-tu ouvert ton téléphone et en quelques minutes, tu étais déjà irrité, anxieux ou en train de comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du conditionnement. Ce que tu consommes détermine ce que tu ressens, et ce que tu ressens détermine ce que tu fais. Filtrer ce que tu consommes n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ce qui entre par les yeux et les oreilles devient une pensée, et que la pensée devient un comportement. Quand tu t'entoures de personnes et de contenus qui élèvent, tu commences à penser mieux, agir mieux et décider mieux. Mais quand tu vis au milieu des plaintes et du drame, tu commences à confondre agitation avec intensité et bruit avec vie. C'est pour cela, choisis bien les voix que tu écoutes, les contenus que tu suis, les conversations que tu nourris. Comme l'a dit Eckhart Tolle, la pollution n'est pas seulement dans les rues, elle est aussi dans l'esprit humain. Et il avait raison. L'excès d'information, de drame et de comparaison est une forme de pollution mentale, et si tu ne crées pas de filtre, tu finis par respirer ça tous les jours. Éteindre ce qui te contamine n'est pas de la faiblesse, c'est de l'hygiène mentale. Éviter certaines personnes ou certains sujets n'est pas de l'arrogance, c'est du soin de soi. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez fort pour tout entendre, seulement assez sage pour ne pas laisser tout entrer. Prends soin de ton esprit, comme tu prendrais soin d'un jardin. Arrache les mauvaises herbes du pessimisme, arrose les bonnes graines de la clarté, et laisse le silence devenir ton engrais. Parce qu'au fond, ce qui pousse en toi est exactement ce que tu choisis de laisser entrer. Et ce que tu laisses entrer aujourd'hui sera ce qui commandera ton esprit demain. Numéro 8. Laisse enfin ta grandeur apparaître. Tu es né avec 2 pouvoirs immenses, mais la plupart des gens passent leur vie sans s'en rendre compte. L'imagination et la créativité. Ces forces ne sont pas des dons réservés aux artistes, aux écrivains ou aux génies. Ce sont des outils naturels de l'être humain, des graines que tout le monde porte, mais que peu arrosent. La créativité est la capacité de voir une porte là où il n'y avait qu'un mur. C'est le pouvoir de transformer ce qui semble impossible en quelque chose de faisable, et ce qui semble confus en clarté. Chaque fois que tu trouves une sortie au milieu du chaos, tu es en train de créer. Chaque fois que tu résous un problème avec peu de ressources, tu innoves. Tu es créatif chaque fois que tu refuses d'accepter qu'il n'y a pas de sortie. Pense à quelqu'un qui a perdu son emploi et qui, au lieu de se laisser abattre,
Commence à vendre quelque chose de simple, à apprendre une nouvelle compétence, ou à créer une alternative que personne n'avait encore tentée. Cette personne ne s'en rend peut-être pas compte, mais à ce moment-là, elle utilise le même pouvoir qui construit des entreprises, des livres et des inventions. La capacité d'imaginer un chemin quand tout le monde ne voit qu'une impasse. L'esprit créatif n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Le problème, c'est qu'avec le temps, l'esprit se fait dompter par la peur de se tromper. Tu commences à penser dans des boîtes que tu n'as même pas créées. Tu apprends à répéter des formules, à douter de ton intuition, et tu oublies que l'imagination est l'outil le plus puissant qui existe pour changer le cours de ta propre vie. Albert Einstein disait « L'imagination est plus importante que la connaissance. Parce que la connaissance montre ce qui existe déjà, mais l'imagination crée ce qui n'existe pas encore. Elle est le pont entre ce que tu as et ce que tu veux construire. Un esprit créatif ne se limite pas aux circonstances, il les redessine. Et plus tu l'exerces, plus tu deviens libre, parce que tu découvres que la réalité n'est pas un mur fixe. C'est un terrain ouvert qui attend une nouvelle manière d'être vu. Un esprit fort crée des chemins là où les autres ne voient que des murs. Et c'est ce pouvoir-là que tu dois te rappeler que tu possèdes, le pouvoir de transformer la pensée en direction et la direction en résultat. Toute grande transformation commence quand quelqu'un ose imaginer quelque chose de différent et décide d'agir, même sans savoir exactement comment. Alors, n'attends pas l'inspiration, crée le mouvement. Chaque fois que tu imagines une solution, une idée, une nouvelle manière d'agir, agis. L'action est le pinceau qui transforme l'imagination en réalité. C'est le moment où l'esprit arrête de seulement rêver et commence à construire. Et quand tu commences à agir à partir de ton propre esprit, la vie cesse d'être une répétition et devient une création continue. Parce que l'esprit qui crée ne dépend pas des circonstances, il les transcende. Et celui qui apprend à utiliser ce pouvoir ne se sent plus jamais limité, parce qu'il comprend qu'à l'intérieur de lui, il existe toujours un chemin de plus. Numéro 9. Aujourd'hui, prends la décision de croire en toi. Tout change quand tu décides de croire en toi, pas après que les choses commencent à fonctionner, mais avant. Le véritable tournant commence quand, même sans preuve, tu choisis d'agir comme quelqu'un de capable. Parce que croire, ce n'est pas attendre la confirmation du monde, c'est construire cette confirmation en toi, brique après brique, action après action. Un esprit victorieux ne naît pas du hasard, il naît de la pratique. Jour après jour, tu renforces ce muscle invisible qui te soutient quand plus personne ne croit en toi. La chance n'apparaît pas, elle se crée, pas à pas, entre les mains de ceux qui ne renoncent pas. La vie n'a jamais été une ligne droite, nous traversons tous des périodes sombres. J'ai vécu les miennes, il y a eu un temps où je n'avais pas d'argent, pas de direction. Je dormais dans un petit appartement vide. Mais en moi, il y avait une étincelle, une toute petite espérance, et cela a suffi pour commencer. C'est là que j'ai compris quelque chose qui change tout, le pouvoir du dialogue intérieur. Ce que tu te dis quand personne ne t'entend est ce qui détermine la direction de ta vie. Écoute bien, les mots que tu répètes en silence ont plus de force que n'importe quel conseil. Si, en te trompant, tu te dis « je suis inutile », ton esprit enregistre cela comme une vérité. Mais si tu te dis « cela fait partie du processus, je vais m'améliorer », il commence à te reprogrammer. Et peu à peu, la confiance revient, la force revient, la foi en toi renaît. Tu n'as pas besoin de croire pleinement en toi dès le premier jour. Tu dois seulement arrêter de t'attaquer. La confiance en soi n'est pas un cri de victoire. C'est un murmure qui se répète jusqu'à devenir conviction. Le véritable pensée positive, ce n'est pas nier le négatif, c'est le réinterpréter. C'est prendre le poids et le transformer en entraînement. C'est regarder le passé et y voir des leçons là où il n'y avait que de la douleur. Prends une feuille de papier et écris 3 moments difficiles que tu as vécus. Pour chacun, note ce que tu as appris. Peut-être que tu as perdu un emploi, mais tu as appris à être plus résilient. Peut-être que tu as été rejeté, mais tu as découvert que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Cet exercice transforme le passé en sagesse. Il montre que même dans les jours les plus sombres, la vie te préparait à briller avec plus d'intensité. Comme le disait Viktor Frankl, lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et c'est exactement cela, la foi en soi.
La décision de continuer à grandir, même quand rien, dehors, ne semble te soutenir. Crois en toi quand il n'y a encore aucun résultat. Crois en toi quand personne ne voit ton effort. Parce que c'est dans cette phase invisible que la véritable force se forme, dans le silence, dans la fatigue, dans l'insistance.